Retrouvez la force de l'engagement. Avec Agipi, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour la force de l'engagement, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger la société. Ce matin, je reçois Charlotte Fillou, cadre dirigeante depuis près de 20 ans dans la technologie, spécialiste des relations avec les États-Unis. Elle évolue dans un univers où la performance et l'image prennent souvent toute la place. Elle publie aujourd'hui 3 grosses, aux éditions Les 3 colonnes, un récit intime sur le rapport au corps, les masques que l'on porte et les batailles silencieuses que l'on mène parfois toute une vie. Mais avant d'ouvrir la conversation, comme chaque semaine, je vous propose mon édito et ce matin, je vous propose de nous engager contre les regards qui jugent. S'engager contre les regards qui jugent, c'est s'attaquer à l'une des violences les plus ordinaires de notre société. Celle qui ne laisse pas de traces visibles, mais qui marque profondément. Parce que tout commence là, dans un regard. Un regard qui pèse, qui sous-pèse, qui évalue. Un regard qui classe une personne avant même de la laisser exister. Nous avons appris à commenter les corps comme s'ils nous appartenaient, à décréter qu'un corps mérite l'approbation ou le mépris, à confondre apparence et valeur humaine. Comme si la dignité se mesurait en taille de vêtements ou en silhouette conforme aux attentes. Le surpoids, l'embonpoint, la boulimie ne sont pas des échecs personnels comme on pourrait souvent le croire. Ce sont souvent les conséquences silencieuses d'histoires, de manques, de blessures, de survie. Et pourtant, dans le regard des autres, ils deviennent un verdict. La première humiliation, c'est un regard qui transmet les injonctions sans avoir besoin de les prononcer, qui suggère, qui insinue, qui fait sentir que quelque chose chez vous dérange. Celui qui dit « tu devrais, tu pourrais, tu n'as pas fait assez ». Celui qui transforme l'apparence en jugement et le jugement en honte. Une honte préfabriquée, transmise, entretenue socialement. Refuser que l'apparence devienne un verdict, c'est remettre la dignité au centre. C'est rappeler qu'un corps, quel qu'il soit, n'a pas à s'excuser d'exister. C'est affirmer qu'un être humain mérite le respect indépendamment de sa forme, de son poids ou de sa silhouette. La dignité, elle n'est pas négociable, elle n'est pas conditionnelle, elle n'est pas modulable selon la mode ou la norme. Briser cette habitude de juger avant de comprendre, c'est accepter que l'on ne sait jamais ce qui se cache derrière un corps. Des violences, des deuils, des carences affectives, des mécanismes de protection et des années de silence. Alors si le jugement est rapide, la compréhension demande du courage. S'engager contre les regards qui jugent, c'est aussi renverser une société obsédée par le classement permanent, mince ou grosse, acceptable ou dérangeante, dans la norme ou hors des cadres. C'est refuser que des critères esthétiques décident de ce que chacun mérite. Le respect, l'écoute, une place. C'est dire non à une hiérarchie absurde qui confond contrôle et vertu, apparence et valeur. Défendre les corps, c'est défendre la dignité, c'est affirmer que la première violence peut et doit être stoppée là où elle naît, dans le regard. Sud Radio, la force de l'engagement, Muriel Réus. Bonjour Charlotte. Aujourd'hui, dans la force de l'engagement, je vous reçois. Dans votre livre Trop grosse, vous revenez sur un parcours marqué par le surpoids, les injonctions au corps et les mécanismes de suradaptation que beaucoup de femmes connaissent. Vous avez évolué dans un monde, j'ai dit tout à l'heure, où l'apparence, la maîtrise, la performance sont presque des injonctions et parfois des injonctions quotidiennes. Qu'est-ce qui vous a poussé à ce moment précis de votre vie à raconter cette lutte intérieure, ce rapport au corps, en fait ce que personne ne voit ? Exactement. Alors bonjour Muriel. Effectivement, Trop grosse est né en fait d'une rupture, amoureuse que j'ai eue et que j'ai vécue il y a 2 ans. Maintenant, une séparation très violente qui m'a en fait obligée à faire pause. Et en fait, à ce moment-là, je suis partie faire un stage de randonnée yoga, un combo très intéressant que je recommande. Un séjour assez simple en apparence, mais en fait là-bas, j'ai rencontré un groupe de femmes et petit à petit, pendant le séjour, je me suis rendu compte que chacune d'entre elles avait une facette de moi d'avant. Donc la Charlotte trop grosse, la Charlotte qui a peur de tout, la Charlotte qui parle fort pour masquer sa vulnérabilité, la Charlotte qui contrôle parce qu'elle n'ose pas, se montrer. Et en fait, en les observant, j'ai compris que mon histoire, c'était pas juste mon histoire, elle est totalement universelle. Elle touche d'autres femmes qui ont eu des mêmes blessures, d'autres jugements, des silences. Et en fait, à l'époque de la rupture, j'avais pris une love coach qui m'accompagnait pour traverser cette épreuve difficile.
difficile. Et en rentrant du stage, je lui ai dit, je crois que je vais écrire un livre sur les anciennes Charlotte. À l'époque, c'est comme ça que ça se présentait. Et je pense qu'elle entend souvent ça en coaching. Donc, comme toute bonne coach, elle a rigolé. Et je lui ai dit, non, mais je vais vraiment le faire, en fait. Et j'y mets pas pour raconter ma vie, vraiment pour mettre des mots sur ce que j'ai traversé depuis l'adolescence, que je pense que mon parcours peut, moi, m'aider à guérir. Et puis les autres aussi. Et clairement, le fait d'écrire a commencé à m'aider à me réparer. Et de fil en aiguille, Trop gros, c'est né. Donc, le récit sur la honte, le poids émotionnel, raconter mon histoire en me disant que si je peux aider d'autres personnes qui traversent un certain nombre de souffrances, eh bien, j'en serais ravie. Alors, ça va sûrement aider. On va rentrer un peu dans votre verbatim, dans ce que vous dites dans le livre. Donc, évidemment, Trop gros, on pense à la nourriture. Et vous dites, vous, la nourriture était mon garde-fou, mon protecteur. Je mangeais pour me remplir. Mais on comprend que derrière le poids, que le poids n'est pas véritablement le seul sujet. On comprend qu'il y a une émotion, il y a quelque chose qui existe. Alors, qu'est-ce qui se joue, par exemple, dans cette idée de manger pour se remplir? Est-ce que c'est un refuge? Est-ce que c'est un apaisement? Est-ce que c'est un langage, finalement? Oui, totalement. Alors, en fait, ce qui est assez intéressant dans votre question, c'est que je croyais que je mangeais parce que j'avais faim. Mais en réalité, je mangeais parce que j'avais mal. Et la nourriture, c'était pour moi un garde-fou, une sorte d'amortisseur émotionnel. C'était une façon de calmer ce qui débordait, l'angoisse, le stress, la solitude, la peur de ne pas être à la hauteur, de finir ma vie seule, de ne pas être aimée. Enfin voilà, des peurs certainement que plein de personnes rencontrent au travers d'une vie. Et manger, c'était devenu un langage que j'avais pas appris et encore moins appris à écouter d'un point de vue émotionnel, de par l'éducation que j'avais reçue, parce qu'il fallait pas parler de ses émotions. Mais aussi parce qu'on nous apprend pas ça à l'école. Donc en fait, c'était pas juste un manque de volonté, c'était clairement un système de survie. Ouais. Et puis alors, il y a des grosses difficultés, effectivement, dans ces situations. Vous écrivez d'ailleurs que vous ne êtes jamais, pendant presque 10 ans, vous ne vous êtes jamais vraiment et longtemps regardé dans le miroir. Et quand vous le faites, vous vous attribuez des mots extrêmement violents. Vous dites, regardez, je regarde cette graisse, absolument dégoûtant. Est-ce que votre reflet, c'était devenu à ce moment-là votre adversaire, enfin presque un contre vous? Oui, totalement. En fait, à force d'éviter le miroir pendant 10 ans, il devient vraiment un étranger. Et quand on se regarde, c'est pas un corps qu'on voit, c'est toutes les phrases qu'on a intégrées depuis l'enfance, en tout cas ce qui était mon cas. Et le regard que j'avais sur moi, c'était un jugement, c'était pas une perception, c'était pas mon reflet qui était violent, c'était la voix intérieure que j'avais quand je me regardais dans le peu de fois où je me regardais dans le miroir. Et en fait, c'est difficile d'aimer un corps dont on a appris à se dissocier très tôt pour survivre. Et l'enjeu à ce moment-là, ça a été de réussir à casser ce dialogue négatif et de me reprogrammer mentalement, en fait, en quelque sorte. Alors, quand je vous écoute, Charlotte, et quand je lis votre livre et quand vous le lirez, vous, auditeurs et auditrices, vous comprendrez que le rapport au corps dépasse largement la question du poids. C'est un mélange d'injonctions, de silence familial, de performance permanente. À quel moment vous réalisez que ces attentes extérieures, sociales, professionnelles, familiales ont façonné votre identité plus que votre volonté? On en parle juste après la pause. Retrouvez la force de l'engagement. Avec AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Vous êtes toujours sur Sud Radio dans la force de l'engagement. Aujourd'hui, on s'engage avec Charlotte Fillou, auteure de Ce que le corps dit, révèle et parfois protège. Alors, juste avant cette pause, Charlotte, je vous posais cette question. À quel moment vous comprenez que votre vie s'est construite davantage sur les attentes des autres que sur votre propre désir? Alors, c'est une excellente question, merci. C'est pas vraiment un moment précis, ça a été un processus qui a duré un certain nombre d'années, moi que j'appelle les pelures d'oignon dans le livre. En fait, on avance étape par étape et à chaque marche, on comprend quelque chose de plus sur soi. Alors, cela dit, je me souviens quand même d'un moment assez clé après le Covid, juste après la sortie du Covid, où j'étais en vacances, donc plutôt relax sur mon transat au soleil. Et je réalise qu'en fait, à ce moment-là, j'avais une vie qui remplissait tous les critères de réussite que j'avais définis et qu'elle était censée contenir la carrière, la stabilité,
l'activité, le couple, la sécurité matérielle. J'avais vraiment coché toutes les cases et pourtant, je trouvais pas vraiment de sens, soyons honnêtes. Et il y a une question qui est montée assez naturellement à ce moment-là, ce qui a été de me dire, mais si j'ai construit ma vie, est-ce que c'est pas pour répondre aux attentes des autres, des attentes familiales, sociales, professionnelles par exemple, au lieu des miennes en fait. Et typiquement, pour vous donner un exemple, la performance, dans le cadre de mon travail, ça a été ma manière pour moi de me sentir aimée et reconnue. Et comprendre ça, que j'avais construit ma vie autour d'attentes qui n'étaient pas les miennes, ça a été un premier point de basculement, ce moment où je me suis dit, oula, va falloir que je revienne vraiment vers moi. J'avais fait des choix pour être conforme, pour être aimée, pour rassurer tout le monde, mais sauf moi. Donc ça commençait un peu à ouvrir les chakras, comme on dit, et je me suis dit, si j'enlève les attentes de ma famille, de la société, de mon entourage, qu'est-ce qui reste vraiment de mes propres désirs ? Et là, la réponse a été vertigineuse, parce qu'il restait vraiment pas grand-chose, soyons honnêtes. Et c'est à ce moment-là que ça m'a montré que je vivais plus pour répondre aux autres que de m'écouter. Et c'est là où j'ai décidé que je voulais que ça change, clairement. Oui, les attentes et les injonctions posées sur les femmes, d'ailleurs, c'est quelque chose d'assez universel, hein, cette pression qui est mise sur les femmes en permanence. Alors vous le dites, hein, vous avez évolué dans un environnement où il fallait être performante, élégante, irréprochable. D'ailleurs, comme beaucoup d'environnements professionnels dont les femmes évoluent quand elles ont des postes à très forte responsabilité. Est-ce que vous diriez que, par exemple, le poids, chez beaucoup de femmes, c'est peut-être avant tout un problème d'injonction sociale ? Ah, totalement. Pour moi, le poids, c'est jamais seulement une histoire de nourriture. Pour beaucoup de femmes, c'est le résultat d'années à devoir être parfaite. Faut qu'on soit performante, élégante, disponible, irréprochable. Et en fait, à ce moment-là, le corps devient le lieu où les injonctions vont se déposer. Et on demande aux femmes d'être juste ce qu'il faut. Quand c'est pas possible, c'est le corps qui va encaisser, que ce soit en surpoids ou en moins de poids, si on peut dire ça comme ça. Et en fait, le poids devient à ce moment-là vraiment le langage que la société, au sens large du terme, va refuser d'écouter. Ouais. Et dans cette société, hein, c'est vrai que les personnes à fort poids, à surpoids, on va dire les personnes grosses, pour reprendre le titre de votre livre, elles ne sont pas que jugées. Elles sont souvent invisibilisées, parfois infantilisées, et souvent perçues comme manquant de volonté. C'est-à-dire qu'on va rajouter en plus une forme de culpabilité. Pourquoi est-ce que notre société, d'après vous, continue de considérer les corps gros comme un échec individuel et non pas comme une construction, un résultat d'histoire, de blessures, et parfois de violence faites aux femmes, qui résulte largement la simple question de l'alimentation? Alors j'adore cette question, Muriel, merci, c'est ma préférée jusqu'à maintenant. Pour moi, ça arrange tout le monde de réduire le corps à juste une question de volonté. C'est une réponse qui est simple parce que ça évite de regarder les causes profondes, les traumas qu'on a vécus, l'environnement social, le rapport à soi, les violences invisibles, les croyances qu'on peut nous inculquer dès l'enfance. Et en fait, dire « elle a qu'à manger moins », ça permet de ne rien questionner, donc c'est beaucoup plus facile. Et en fait, pour moi, le corps gros, c'est jamais un échec en tant que tel, c'est une histoire, et tant qu'on l'écoute pas, elle va se répéter. Parce que derrière chaque personne forte, il y a une histoire qui lui a pas souvent laissé le choix, en fait, tout simplement. Comme l'anorexie, d'ailleurs. Là, on parle du corps gros, mais c'est la même... C'est la même mécanique dans l'autre sens, quoi. Vous êtes d'accord, la même mécanique dans l'autre sens. Ouais. Alors, chez vous, il y a un moment où tout bascule, où vous dites ma carapace va se fissurer. Alors, il y a eu ce stage, évidemment, où vous vous êtes dit je vais écrire un livre. Mais il y a eu peut-être un avant et après, un point de rupture intérieure. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là pour que vous disiez non, mais là, comme ça, si je continue encore, je vais vraiment me perdre. Qu'est-ce qui va transformer cette prise de décision non seulement en action pour écrire un livre, mais aussi en action dans votre vie quotidienne? Oui, alors moi, le vrai point de bascule est apparu il y a 6 ans, lorsque ma sœur cadette a annoncé qu'elle était enceinte. Et dans ma famille, une vie réussie, c'est une vie avec des enfants. Et moi, j'ai compris ce jour-là que je voulais pas suivre ce chemin-là, que dans le même temps, je vivais depuis des années en pliant une norme familiale qui me correspondait pas. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, j'ai décidé de reprendre contact aussi avec une femme qui avait beaucoup compté pour moi et que j'avais tenue à distance parce que de la même manière, dans ma famille, aimer une femme, ça ne se faisait pas non plus. Et en fait, ça a été un double choc, à la fois comprendre que je m'étais perdue et oser reconnaître qui j'étais. Ça a commencé à littéralement fissurer l'édifice. Et c'est là qu'a commencé non seulement mon histoire amoureuse, mais aussi mon histoire avec moi-même. Comment je me reconnecte à moi,
qu'est-ce que je veux vraiment, ce moment où je me rends compte que la vie que je mène, c'est pas celle que je veux et qu'il est clairement temps de me prendre en main, quoi, de prendre les clés. Il y a un âge pour ça, parce que je vous pose cette question. Je pense qu'il y a un âge, ouais. Parce que j'ai déjà eu en interview des personnes qui, à un moment donné précis de leur vie, ont décidé d'assumer le fait de ne pas avoir d'enfants. Ce qui est votre cas. C'est le cas, ouais. Ce qui est le mien aussi. Okay. Moi, j'ai souvent entendu des choses sur moi en me disant, par exemple, tu peux pas avoir le sens du don, tu n'as pas d'enfant. Ce qui me disait des injonctions supplémentaires. Quelle est la planète qui me tombe sur la tête à ce moment-là. Des personnes qui faisaient aussi leur coming out à des moments précis. Il y a un âge pour ça, pour vous? En tout cas, moi, ça a été aux alentours des 39-40 ans, ce que littéralement, je pense tout le monde va appeler la crise de la quarantaine, mais simplement, pour moi, c'est assez basique. On arrive à peu près au milieu de la vie et on se dit, voilà, j'ai suffisamment d'expérience et de recul sur la vie que j'ai déjà menée. Qu'est-ce que je veux faire des 50% restants au bas mot? Et souvent, voilà, la prise de conscience, vous matérialisez dans votre question. Moi, ça a été ce point de bascule qui commence à fissurer un édifice et qui transforme la prise de décision de dire... voilà, la vie que je veux mener, c'est ça. Et voilà qui je veux être. Et pour ça, il faut que je commence à me découvrir, tout simplement. Alors, on sort pas très, très facilement des stéréotypes. Et parfois, quand on abandonne des stéréotypes, on se retrouve avec, des achats compulsifs. Par exemple, vous, qui allez tout réussir, votre carrière, votre salaire, votre statut, vous allez mettre en place une autre forme de compensation. Qui va être celle de l'hyperconsommation, des achats compulsifs qui provoquent des montées d'adrénaline. Vous écrivez, je dépense donc je suis, et je cherche à éviter la souffrance à tout prix. Qu'est-ce que vous évitiez comme souffrance à ce moment-là? Et qu'est-ce que cette phrase en fait vous a appris sur le fait de remplacer une fuite par une autre ou une souffrance par une autre? En fait, cette phrase, elle m'a beaucoup apprise et elle m'a surtout appris que tant qu'on ne guérit pas de la blessure, on change juste le refuge en fait. Clairement, j'ai remplacé la nourriture à l'époque par l'achat compulsif, par l'adrénaline, la suractivité. Alors à l'extérieur, c'était intéressant parce que tout le monde pensait que je maîtrisais ma vie et que j'étais la plus heureuse du monde, sauf qu'à l'intérieur, je courais littéralement pour essayer de ressentir quelque chose à un instant T et j'y arrivais pas du tout de par ma méconnaissance émotionnelle, on va dire ça comme ça. Et là, j'ai commencé à comprendre, du moins à ce moment-là, que la vraie guérison, c'est vraiment d'arrêter de fuir et de commencer à s'écouter avec tout l'inconfort qui vient avec, parce que aller travailler ses blessures, comme dans le bouquin de Lise Bourbeau là sur les 5 blessures de l'âme, c'est un boulot, ça se fait pas du jour au lendemain. Et en fait, quand j'écris dans le livre que je cherche à éviter la souffrance à tout prix, ce que je voulais dire par là, c'est que je faisais tout pour ne surtout pas regarder la vérité en face, à savoir que j'avais maltraité mon corps de par le fait que j'étais en surpoids, que j'étais incapable de comprendre mes émotions, de les accepter, elles étaient figées, j'avais de la colère contre moi-même, contre les autres. Bref, tout était orienté vers l'extérieur. C'est de la faute des autres, c'est pas moi. Alors qu'en fait, la réalité, c'est que si je fais une analogie, fallait ouvrir le capot et aller regarder un peu ce qui se passait à l'intérieur, quoi. Quelle est pour vous l'importance des injonctions de la presse féminine, par exemple, qui célèbre de plus en plus et très très souvent la minceur, les images parfaites? Bon, maintenant on retouche un peu moins les photos, d'ailleurs en toute façon retoucher on le dit, mais est-ce que vous pensez que ça participe à la souffrance de certaines femmes? Oui, parce qu'on nous dit beaucoup et on leur dit beaucoup, voilà, aime-toi, accepte-toi comme tu es, sois mince, correspond à des standards, etc. Mais on crée un phénomène d'injonction en leur disant, voilà, tu dois être comme ça pour être heureuse. Or, la réalité, c'est qu'on peut aujourd'hui se sentir très bien dans un corps qui n'est pas un corps parfait. Et c'est ce que j'explique dans mon livre et en racontant mon histoire, que c'est OK, l'important, c'est d'apprendre à vivre avec notre corps plutôt que d'essayer de lutter contre lui, en fait. Quel que soit le fait d'être en surpoids ou en déficit de poids, si on peut appeler ça comme ça, ouais. Et alors, bon, vous travaillez toujours avec les États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation là-bas? Comment ça se passe là-bas, ces questions? Alors, parce que les Américains sont énormément c'est difficile d'y répondre parce que déjà les États-Unis c'est un pays très large, donc il y a énormément d'États et d'un État à l'autre. Oublions New York, oublions la Californie. Oublions les États qui ont compris que c'est important de bien se nourrir. Tout est extra, donc tout est démultiplié, ce qui fait qu'une personne en surpoids, c'est une personne qui est en surobésité. Mais est-ce qu'elle est discriminée aux États-Unis ?
Non, pas particulièrement. Pour autant, est-ce qu'elle se sent heureuse? Ça, j'en suis pas sûre. Mais non, j'ai pas vécu aux États-Unis. Moi, je travaille pour une société américaine, mais pour autant, j'ai pas vu de discrimination. On s'habille facilement aux États-Unis. Moi, j'ai fait 1 an au Canada dans le cadre de mon Erasmus quand j'étais plus jeune. Aucun problème pour m'habiller quand je faisais 95 kilos. Au contraire, il y a des tailles très larges. Des tailles très larges, donc c'est pas très compliqué. Après, les Américains, c'est pas en termes de fashion, c'est pas un pays où peut-être on a envie de suivre les critères les plus fashion. Je pense qu'en France, on est un peu mieux lotis là-dessus. Alors, quand on lit votre histoire, c'est aussi pour ça que je vous ai choisi. On se dit qu'elle pourrait être celle de beaucoup d'autres femmes. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui? Quel est le message que vous avez envie de leur faire passer? Mais ce que j'ai vraiment envie de leur dire, c'est qu'elles sont exactement assez. Pas trop, mais assez. Pas trop, mais assez, exactement. En fait, la société, pour moi, elle nous apprend aujourd'hui à nous excuser d'exister, d'être trop grosse, d'être trop sensible, trop ambitieuse, trop bruyante. Il y a toujours trop quelque chose. Tout. Et en fait, ce trop, c'est une force. Et ce que j'ai compris au travers de mon parcours, c'est qu'on ne guérit pas en devenant moins. On guérit en se permettant d'être pleinement soi, quel que soit le poids qu'on a et le corps qu'on a. Et en fait, s'il y a vraiment quelque chose que je souhaite transmettre, c'est d'apprendre à vivre dans nos corps plutôt à chaque fois d'essayer de lutter contre eux. Eh bien, merci Charlotte Fillou d'avoir été avec nous ce matin dans La Force de l'Engagement. Merci pour cette parole, pour cette sincérité et cette confiance, parce que c'est pas facile d'intituler un livre comme ça, trop gros, c'est de l'affirmer de cette façon. Le corps ne ment jamais. Il dit ce que l'on tait, il porte ce que l'on cache, il protège ce que l'on n'arrive pas encore à nommer. Et on peut dire que derrière chaque histoire de poids, il y a souvent, tout le temps pratiquement, une histoire d'injonction, de silence, de blessures anciennes et surtout parfois une histoire de courage, de vérité et de reconstruction. Alors je vous remercie pour ce chemin que vous allez rendre possible pour d'autres femmes. La Force de l'Engagement, c'est chaque dimanche dans la matinale de Sud Radio et en podcast sur sudradio.fr. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même énergie, pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui font bouger la société. Et tout de suite, je vous laisse en compagnie de John pour le meilleur de Sud Radio. C'était La Force de l'Engagement. Avec AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. AJP.